Bien, écoutez, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, éducateurs, éducatrices et jeunes, et puis, j'allais dire, auditeurs venus jusqu'à la Mauresque par un temps certain. Voilà, aujourd'hui, d'abord, c'est un jour, un événement un peu important. Il y a 80 ans, dans ces mêmes locaux, les jeunesses laïques et républicaines accueillaient un groupe d'enfants espagnols venus de Irún. En effet, dès le début de la guerre, vous savez, il y a eu une offensive franquiste contre le Pays Basque, et une bataille importante s'est développée sur Irún, ville frontière avec la France, ville clé parce que ça permettait de couper la République de son allié potentiel qui était la France. Et pour la première fois, dans les guerres modernes, la population civile a été prise, j'allais dire, a été frappée directement comme une cible. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on voit à Alep, que nous allons voir demain à Mossoul. Moi, je ne me fais pas d'illusions, les images qu'on voit sur Alep, vous les verrez demain à Mossoul, hein. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, il vaut mieux être militaire que civil dans les conflits actuels. Or, pour la première fois, la population est frappée, et devant ce déluge de feu qui s'abat sur Irún, les familles envoient en France leurs enfants. Et après la chute d'Irún, la République espagnole a décidé de ramener ses enfants en Espagne et de les installer dans des colonies en Catalogne. Et sur le chemin de la Catalogne, ces enfants feront étape à la Mauresque. Voilà. Par la suite, en février prochain, on fera les 80 ans de l'accueil, de la transformation de la Mauresque en centre de transit d'enfants espagnols venant venant être hébergés en France devant ces attentats. Alors, moi je dis que ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une question de l'eau Covid. Si les jeunesses laïques républicaines ont fait ce choix d'accueillir ces enfants républicains, c'est lié à leur engagement. Engagement politique à gauche, engagement, j'allais dire, que illustre parfaitement leur devise, beauté, vérité, justice, et j'insisterai plutôt sur le côté beauté ce soir, c'est-à-dire la beauté qui est l'idée que les âmes doivent se perfectionner pour accéder au plaisir noble et pur. Et parmi ces plaisirs nobles et purs, il y a quoi? Il y a les loisirs et le sport. Et j'en reviens à quelque chose, et là, vraiment, on est avec les jeunesses laïques républicaines qui, dès le début des années 30, vont créer des colonies, vont créer des auberges de jeunesse. On est dans l'anticipation de la démocratisation des loisirs et du sport qui va arriver avec le Front populaire et la nomination d'un secrétaire d'État au sport. Voilà. Alors, il faut bien voir que dès l'origine du sport moderne, ce que j'appelle le sport moderne, qui en France se situe à la fin du XIXe siècle, eh bien, se pose la finalité sociale et civique de l'activité sportive. Alors, je commencerai par un texte, une phrase du baron de Coubertin, et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase, elle est de 1884, 1884 étant le début d'une affaire importante pour les jeunesses laïques républicaines, c'est-à-dire, c'est le procès de Dreyfus. Et les jeunesses laïques et les jeunesses républicaines, parce qu'à l'époque c'est deux associations, naissent dans toute l'agitation démocratique qui naît suite à cette injustice flagrante qu'a été le procès de Dreyfus. Alors qu'écrit cette même année le jeune, parce qu'il est relativement jeune, le jeune baron de Coubertin? Il écrit ceci, il écrit une lettre dont j'aime le titre, « Lettre ouverte aux potaches de France ». Et alors il leur dit, « Je voudrais que vous ayez l'ambition de découvrir une Amérique, de coloniser un Tonkin, de prendre un Tombouctou. Le football est l'avant-propos de toutes ces choses. C'est l'éducation va de l'avant. » Vous voyez que donc le sport, eh bien, est intimement lié à un projet qu'il a explicitement colonialiste. Alors, pourquoi? Quelles sont les racines de ce discours du père de Coubertin? Pierre de Coubertin a fait de nombreux séjours en Angleterre et il est devenu, j'allais dire, un grand amoureux des réformes pédagogiques menées en Angleterre depuis le début du XIXe siècle. Alors, c'est là que le sport apparaît en Angleterre. Alors, attention, il y a des faux amis.
Si je vous dis sportsman, ne traduisez pas par sportif. Qu'est-ce que c'est qu'un sportsman? C'est un noble, vous allez comprendre pourquoi, qui monte à cheval. Alors pourquoi est-ce qu'il fait du cheval? Parce que bien sûr, il sera dans la cavalerie, la fameuse charge de Balaclava, devant. Bon, mais il monte à cheval pour faire la chasse au renard, grande activité de la noblesse britannique, le steeplechase, ce qui va devenir le steeplechase par la suite. Quand il ne chasse pas le renard, cheval, il fait quoi? Il chasse la brousse sur les étendues des landes d'Écosse, ou le faisant, en fait, vous avez des rabatteurs qui poussent devant eux ces pauvres volatiles, et ils font du tir au pigeon, vivant. Et puis, pour se délasser, il pêche, mais à la mouche. C'est-à-dire qu'il fouette, c'est très chic, fouetter, il fouette, et il essaie de sortir un saumon sur des rivières privées. Alors ça, vous le voyez dans Greystock, les enfants. Il y a un film que j'adore, quand Greystock, Tarzan, revient chez son père, dans sa propriété, il essaie de pêcher à la mouche, et bien sûr, il s'emberrificote dans le film, parce qu'il n'a pas cette éducation. Donc, le sportif, le sportsman, c'est un noble qui a des loisirs, et qui donc utilise ses loisirs à ses tâches diverses. Et le sport tel qu'on l'imagine, il apparaît au milieu du 19e siècle, dans ce qu'on appelle une public school. Alors ça aussi, faux amis. Une public school, c'est comme un pub, c'est un peu différent. Public school, c'est une école réservée à l'élite. La plus célèbre, c'est Eton, qui est juste à côté du château de Windsor. L'élite aristocratique va dans une public school, ensuite elle rentrera ou à Oxford ou à Cambridge, et là elle sortira pour former les élites militaires ou politiques de la Grande-Bretagne. Et dans une public school célèbre, la public school la Rugby Public School, vous avez un directeur qui se dit, mais bon, alors les jeunes c'est turbulent, là ils sont sages, mais en général le jeune est turbulent, c'est normal. Il faut canaliser cette vivacité de la jeunesse en réglementant la pratique sauvage à l'époque des jeux de ballon. Oui, quand l'ancêtre du rugby c'est la soule, où c'est un affrontement où tous les coups sont permis pour amener le ballon jusqu'à un but ennemi. Et lui, il va inventer les règles qui fondent le rugby moderne. D'ailleurs, le mot rugby, ça vient de cette école ou à Paris. Et quelle est l'idée derrière? Eh bien, c'est l'idée donc de former des jeunes disciplinés et ayant du punch. Parce qu'au rugby, c'est un affrontement physique sérieux, mais dans des règles bien précises. Alors, Pierre de Coubertin, il a une idée. C'est retourner contre l'Angleterre ses innovations pédagogiques. C'est-à-dire que son but, c'est de transformer les jeunes garçons en hommes d'action, capables de prouesses industrielles, commerciales, c'est-à-dire de former les cadres du capitalisme triomphant au XIXe siècle, et colonial. Vous avez lu le texte que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, son problème, ce n'est pas tellement la revanche contre l'Allemagne qui vient de nous battre en 1870. Non, la revanche, c'est se battre contre l'Angleterre. L'Angleterre, c'est quand même notre ennemi héréditaire. Ce n'est que devant le péril allemand qu'en 1914, on va faire un Miami avec les Anglais. Mais si vous lisez, alors vous n'avez qu'à lire un auteur que j'adore, c'est Arsène Lupin. Si vous faites la lecture totale d'Arsène Lupin, vous allez voir qu'au début, nos amis, c'est l'empereur d'Allemagne, les vilains, ce sont les Britanniques. Hein. Qui c'est qui tue l'amoureuse d'Arsène Lupin? C'est Sherlock Holmes, dans l'histoire de l'aiguille d'Étretat. Les affreux, c'est les Anglais. Et ce n'est que petit à petit que l'allemand va devenir le mauvais. Mais ça va prendre, ce n'est que dans les derniers tomes, écrits quasiment en 1914, que l'allemand est l'horrible. Donc l'ennemi héréditaire, c'est l'anglais. Alors, pour y parvenir, eh bien, le baron de Pierre de Coubertin fonde un comité qui s'appelle le comité de propagande des exercices physiques. Il n'emploie jamais le mot sport, parce que sport, ça renvoie à l'Angleterre, ça renvoie au système, j'allais dire, noble, aristocratique. Et ce comité, ça vous étonnera peut-être pas trop, quand je vous parle du baron Pierre de Coubertin, il est composé essentiellement de monarchistes, car à l'époque, il y a en France une action française très implantée. Ça a complètement disparu, mais à l'époque, c'est un courant fort.
cette action française, elle est monarchiste, mais est également catholique, ultra-catholique. Donc il y a les ecclésiastiques, et il y a un certain nombre de conservateurs. Alors, ce baron Pierre de Coubertin, en 2 mots quand même, il est né en 1863 dans une famille aristocratique, et il suit des études dans une école jésuite. Les écoles jésuites, c'était le nec plus ultra de la pédagogie, j'allais dire, chrétienne, jusqu'au XIXe siècle. Hein. Alors, il aurait dû devenir militaire. Et il décide de contrarier son père, ça arrive, et il s'intéresse aux sciences politiques. Et après des sciences politiques, il va évoluer vers, comme application de son savoir en sciences politiques, vers le domaine de l'éducation. Et donc, il veut développer l'activité physique et le sport à l'école. Et il a une invention que j'aime beaucoup, rien que le concept, ça m'a mis en joie quand j'ai découvert ça, parce que j'ai découvert ça pour vous. Je vous dis très franchement, moi, ce n'est pas mes lectures, Pierre de Coubertin. Hein. Et il invente un concept, c'est la chevalerie sportive. Ça, c'est une idée extraordinaire. Alors, il veut inventer un nouveau groupe, une nouvelle catégorie socio-professionnelle qui transcenderait les hiérarchies sociales existantes, c'est-à-dire la classe ouvrière, la bourgeoisie et la noblesse. Et cette chevalerie, elle recruterait toutes les personnes qui se comporteraient en gentleman. Alors, vous voyez qu'on retourne toujours en Angleterre. Et c'est quoi pour lui un gentleman? C'est un homme bien élevé, qui fait preuve de loyauté vis-à-vis de la République française, de distinction et de politesse. Alors ça fait partie aujourd'hui des problèmes, à mon avis, qui seraient à réfléchir sérieusement. Et ces qualités ne sont pas innées, vous ne naissez pas poli. Ces qualités requièrent un apprentissage, une éducation, d'où l'importance du sport comme moyen de civiliser ces jeunes sauvageons qui fréquentent les public schools et qui n'ont rien à faire, entre nous soit dit, de leurs professeurs, car eux sont d'extraction noble. Vous imaginez très bien qu'être professeur dans une public school, au milieu du XIXe siècle, c'est être quasiment un laquais pour ces jeunes lords, fils de lords, et qui se voient à la tête de l'État. Pour Pierre de Coubertin, quel est le modèle idéal pour lui? C'est l'étudiant d'Oxford, féru d'hellénisme, c'est-à-dire parlant le grec, ce qui est encore plus chic que le latin. Le vulgaire parle latin, mais le grec plus latin, c'est quand même nec plus ultra. Champion d'aviron, là vous êtes sur les régates, Oxford, Cambridge, Eton, tout ça, et qui est capable de traverser les déserts les plus arides ou les forêts les plus denses pour faire flotter à travers le monde le drapeau britannique, l'Union Jack. Voilà, c'est ça, l'idéal de Pierre de Coubertin. Alors, je vous renvoie à un film que j'adore, vous devez la projeter un jour, c'est Les chariots de feu. Les chariots de feu, c'est la préparation des Jeux Olympiques de Paris en 1924. Et vous voyez, à travers un collège, je pense, qui est à Oxford, cette jeunesse chic, sortie soit de l'aristocratie. Alors vous avez un fils, un lord, qui s'entraîne, comment ça s'appelle ça? Quand vous sautez, vous savez, les barrières. Il s'entraîne au haie. Alors chez lui, alors vous avez le château, il met ses haies, et sur chaque haie, il met une coupe de champagne, qu'il remplit de champagne, pour vérifier qu'il ne touche pas la haie en sautant. Alors vous avez ça, ce genre-là, et puis vous avez un juif, dont le père est un grand banquier de la cité à Londres, qui lui est un peu mal vu parce qu'il est juif, mais comme son père est plein d'argent, eh bien on l'accepte quand même dans cette confrérie universitaire. Et c'est sportif, c'est ça l'idéal de Pierre de Coubertin qui va arriver. Alors, vous allez me dire, il y a la gymnastique, mais la gymnastique, c'est bon pour les ouvriers, ça permet de redresser le corps des enfants du peuple. Voilà. Mais la noblesse, la bourgeoisie montante, eh bien, il faut qu'ils aillent dans des écoles privées ou des écoles religieuses pour apprendre cela. Et il parle, il y a une expression que j'aime beaucoup, il parle de savonnette à jeunes bourgeois. Alors, moi, en tant qu'historien, ça m'a amusé parce que on parlait, sous l'Ancien Régime, alors là je remonte encore plus loin, de savonnette à vilaine. Les vilains, c'est-à-dire c'était les roturiers. Quand vous étiez un riche bourgeois, 17e siècle, 18e, que vous rêviez, vous baviez, vous aviez une envie folle de devenir noble, il y avait un moyen simple, rapide, efficace,
vous achetiez, parce qu'à l'époque ça se payait cher, très très cher, vous achetiez une charge de secrétaire du roi. Et du jour au lendemain, vous deveniez noble. D'où l'expression de savonnette à vilain. Et là, lui, il dit, les écoles, ça va devenir des savonnettes à jeunes bourgeois, on va faire de ces jeunes bourgeois des chevaliers modernes. Et c'est quoi son image du chevalier sportif? Ça ne renvoie pas aux nobles de l'Ancien Régime, ça renvoie à Charlemagne, ça renvoie à tous ces guerriers, à une époque où vous étiez fait chevalier par l'empereur sur le champ de bataille, et où la chevalerie était un titre personnel, non transmissible. Donc c'était une récompense pour vos exploits. Et puis après, votre fiston, il devait faire aussi ses preuves en étant pour devenir chevalier. Et la perversion du système, selon Pierre de Coubertin, c'est quand on est passé de la chevalerie personnelle à la noblesse héréditaire qui a dégénéré et qui a donc donné la Révolution française. L'idée donc de Pierre de Coubertin, c'est de former les élites, des élites vertueuses, talentueuses, ayant aussi une autorité morale liée à leur pratique d'un sport collectif qui savent commander et obéir. Voilà. Autrement dit, on est dans quelque chose de bizarre, une troisième voie entre l'aristocratisme à l'anglaise et le révolutionnarisme à la française. On est donc dans l'émergence d'une nouvelle catégorie sociale qui va diriger, mêlant les vertus de la bourgeoisie et de l'aristocratie, la République française. Alors, il y a deux oubliés dans le projet du père de Coubertin, parce que dites-vous bien que même moi, quand je suis rentré en sixième, ne rentrait en sixième que très peu de gens. Vous imaginez donc bien qu'à la fin du XIXe siècle, pour rentrer dans une école secondaire, il fallait vraiment avoir des parents, j'allais dire, ayant des moyens financiers et une volonté importante. Alors, ça élimine qui? Ça élimine d'abord les ouvriers. Alors, les ouvriers, vous les éliminez de deux façons du sport. Soit en prévoyant qu'ils ne peuvent pas être membres d'un club sportif. Alors, vous avez un club très chic à Londres, qui était un club d'aviron, où dans les statuts, il est prévu que les ouvriers ne peuvent pas faire partie du club. Ou alors, vous avez un côté beaucoup plus vicieux, que j'ai connu ça dans un club de golf du Nord-Pas-de-Calais. Vous mettez obligation d'acheter des parts du golf, vous mettez chaque année un prix extrêmement important, et vous demandez à être que le nouveau membre soit parrainé par des gens. Autrement dit, il faut qu'il soit connu, et donc qu'il soit membre de la famille déjà en place, ou quelqu'un de bien qu'on veut introduire dans le club. Et alors, vous allez me dire, après, il y a la deuxième catégorie, c'est les filles. Alors, les filles, bon, on a l'idée que pour les filles, elles doivent se limiter à ce qu'on appelait la gymnastique d'intérieur. Et la gymnastique d'intérieur, c'est quoi? C'est faire la gymnastique à la maison, mais c'est renforcer la sangle abdominale en vue de leur grossesse. Et voilà. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. On est là, on est dans la femme, ben, elle est pour la reproduction. Et alors, Pierre de Coubertin, il est en retard sur son temps, parce que en même temps qu'il dit ça, vous avez les républicains qui sont en train de réfléchir au moyen de sortir les jeunes filles de l'emprise de l'Église en créant des lycées féminins. Donc, parce que jusqu'à la fin du XIXe siècle, il n'y avait quasiment pas de lycée féminin. Le plus ancien, où j'ai fait mes classes, c'est celui de Montpellier, le lycée de filles. Hein. Et l'ouverture, les filles passent le bac, mais l'ouverture à la fac, l'entrée à la fac des femmes, c'est encore plus tardif, parce qu'il ne faut pas exagérer, il faut réfléchir longuement. Et alors, pour Pierre de Coubertin, il n'est pas question d'autoriser, au nom de la morale traditionnelle, les femmes à faire du sport en public. Et alors, il dit même ceci en 1912, il y a un truc vraisemblable, j'adore ça, une Olympiade femelle, il ne dit pas féminine, là on est vraiment dans le côté reproduction, une Olympiade femelle est inintéressante, inesthétique, alors c'est amusant, je ne suis pas entièrement d'accord, quand j'ai vu certaines joueuses de beach volley, je me dis qu'elles sont vraiment pas mal, inesthétique et incorrecte. Voilà. Et il rajoute, le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas tellement aussi pour les sports collectifs. C'est-à-dire que c'est vraiment l'individu
qui s'épanouit, le héros, quoi. Voilà. Le rôle des femmes, alors là, ne hurlez pas, le rôle des femmes devait être avant tout de couronner les vainqueurs. Bon, là, on n'est pas au repos des guerriers, on couronne simplement le vainqueur, parce que quand même, pour un catholique, ça ne se dit pas des choses comme ça. Voilà. Et donc, voilà, c'est Pierre de Coubertin et sa chevalerie sportive. Vous voyez que c'est pas... Le sport est un projet social et politique extrêmement important chez Pierre de Coubertin. C'est pas simplement les Jeux Olympiques, le côté un peu gentillet, ça va très loin chez Pierre de Coubertin, sa réflexion. Évidemment, ces idées sont contestées, et il y a un dénommé Georges Herbert qui écrit en 1925 un livre très intéressant qui s'intitule « Le sport contre l'éducation physique ». Et donc là, il y a un clash entre deux visions, soit la vision sportive, chère à Pierre de Coubertin et à ses Jeux Olympiques, soit l'éducation sportive. Et parmi ces promoteurs de l'éducation physique, il y en a un qui est vraiment l'antithèse de Pierre de Coubertin, c'est Pascal Grousset, un ancien communard, déporté en Nouvelle-Calédonie, et qui s'évade, qui s'échappe, qui arrive à Janoscali, et qui revient en France après les lois d'amnistie, qui sera député. Et alors lui, il est favorable à la pratique des sports en tant qu'hygiène de vie. Un peu ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire je cours. C'est pas pour l'objectif, c'est de m'entretenir. Hygiène de vie, il rejette l'idée de compétition, il est pour un idéal de fraternisation et d'éducation populaire. Et il crée une ligue, et là on est dans l'opposition par rapport à Pierre de Coubertin. Qui c'est qui est membre de la ligue? Georges Clemenceau, c'est-à-dire les radicaux, les socialistes, tous républicains et athées. J'allais dire même anticléricaux, pour dire les choses jusqu'au bout. Et donc vous voyez que là il y a un conflit qui se crée. Alors après, dans l'éducation physique, là, il y a des préoccupations hygiénistes. Alors je vais faire simple et court. Et voilà ce que dit en 1903 un journaliste. Il dit, la croisade qui a été entreprise vers 1882 par Pierre de Coubertin pour régénérer, que je vous épargne tous les discours sur régénérons la race, enfin bon, hein, régénérer la jeune génération bourgeoise, il dit bien jeune génération bourgeoise, par l'éducation physique, a réussi au-delà de tout espoir. La victoire semble gagner de ce côté, mais est-ce tout? Devons-nous nous déclarer satisfaits alors que la classe ouvrière ignore presque totalement nos sports, alors qu'elle est décimée par deux fléaux, tels l'alcoolisme et la tuberculose? J'ajoute qu'on ne parle pas des conditions de travail. Parce que la tuberculose, moi qui viens de l'île Roubaix-Tourcoing, je veux dire que les ouvriers du textile, la chaleur humide, hein, les taudis plus la chaleur humide à l'usine, ça vous fait une tuberculose qui se répand à la vitesse de l'éclair. Hein. Si le devoir social n'est pas un vain mot, ne consiste-t-il pas à tenter de répandre le goût de nos jeux athlétiques parmi le peuple, qui est la force vive de la nation, ça c'est gentil, et qui sera mieux que nous à assurer la précieuse tradition. Je vous épargne les détails, et donc il y a opposition entre le sport et la gymnastique. Alors, je vous fais le comparatif des valeurs attribuées par les élites au sport et à la gymnastique à la fin du XIXe siècle. À sport est associé des mots comme initiative, comme plaisir, comme excès. Excès, oui, parce qu'il faut se dépasser, donc on est dans l'excès. Compétition, individualisme, liberté. Ça, c'est, vous voyez, quand même, tout ça très positif. Et gymnastique, ça vous donne soumission, sérieux, alors ça c'est positif, mesure, c'est aussi positif, entraide, c'est bien, se fondre dans la masse, ça c'est quand même nettement moins bien, contrainte et dirigisme. Donc vous voyez, ce combat très fort sur les valeurs et sur la vision qu'on a, et je dirais que parfois, là, à mon avis, la personne qui a fait ce tableau était peu favorable à la gymnastique. Cette gymnastique, malheureusement, eh bien, elle va être dévoyée à des fins militaires. Et là, on arrive dans un élément extrêmement important. Et ça arrive très tôt, dès 1871. Vous avez Gambetta, le héros de la défense de la France, hein, qui dit ceci. Il faut mettre partout à côté de l'instituteur, il ne faut jamais mettre les instituteurs, mais à côté de l'instituteur, il faut mettre le gymnaste et le militaire.
afin que nos enfants, nos soldats, nos concitoyens soient tous aptes à tenir une épée, à manier un fusil, à faire de longues marches, à passer les nuits à la belle étoile, à supporter vaillamment toutes les épreuves pour la patrie. Vous allez me dire, on réinvente l'eau chaude parce que c'était exactement la finale. Les Jeux olympiques de l'Antiquité, qu'est-ce que c'était? C'était après tout que des compétitions à connotation militaire très lourde. Le lancer de javelot, la course avec le casque et la chose, les luttes, la lutte gréco-romaine, enfin, tout, c'était quand même là-dessus. Et alors, vous avez, c'est extraordinaire, après la défaite de 1870, vous avez en France une explosion du nombre des clubs de gymnastique. 1871, 34, 1900, 809. Une progression comme ça, j'aimerais le voir aujourd'hui. C'est une explosion. Et en 1889, les plus jeunes, c'est-à-dire nous, vous l'avez tous fait, c'est les premiers landis, hein, ces grands rassemblements de jeunes qui font de la gymnastique en public. Mais 1882, c'est la création des bataillons scolaires à travers toute la France, c'est-à-dire que dans toutes les écoles primaires, si vous allez au musée de l'école, voilà, des visites à faire, au musée de l'école à Perpignan, vous verrez des étagères où sont des fusils en bois d'un bataillon scolaire d'une école du côté, je crois, de Saint-Paul-de-Fenouillet ou un truc comme ça. Donc, bataillon scolaire. Et puis on invente autre chose. Certains d'entre vous l'ont peut-être fait. C'est ce qu'on appelait la préparation militaire. On crée l'Union des sociétés de préparation militaire qui avait pour finalité de former les futurs sous-officiers. Hein, voilà. Donc, l'école forme le troufion, l'école primaire forme le troufion, l'école primaire supérieure et les lycées forment, à travers la préparation militaire, les futurs sous-officiers. Ça, c'est la France de la revanche. Mais, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, quand vous voyez l'Allemagne de l'après-défaite du 18, on retrouve ça. Que dit le maréchal Hindenburg, le vaincu, qui sera le futur président de la République de Weimar? Il dit ceci: le traité de Versailles empêche les Allemands d'être exercés au maniement des armes, nous en ferons des athlètes. Et que dit et qu'écrit en 1924 dans Mein Kampf Hitler? Il dit ceci: des millions de corps entraînés au sport, imprégnés d'amour pour la patrie et remplis d'esprit offensif, pourraient se transformer en l'espace de 2 ans en une armée. Ceux qui n'ont pas vu la question du réarmement allemand, c'est qu'ils n'ont pas voulu la voir pour différentes raisons. J'ajouterai un exemple extrêmement concret. On a interdit aux Allemands d'avoir une aviation militaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le planeur. Et en Allemagne, se sont multipliés les clubs de planeurs. C'est, à mon avis, le pays d'Europe où il y a encore aujourd'hui le plus de clubs de planeurs. Parce que, là aussi, en peu de temps, vous transformez un pilote de planeur, prépare la revanche, ou est utilisé pour préparer la revanche. Et puis, donc, on voit ce glissement. Alors, au début, il y a l'idée d'un sport à finalité patriotique. Alors, Pierre de Coubertin, phrase qui est intéressante: la première caractéristique de l'olympisme est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice. Là, on retombe sur la beauté physique. Je signale aux jeunes, et aux moins jeunes, que à quoi est-ce qu'un grec de l'Antiquité reconnaissait un dieu? À sa perfection physique. Un dieu grec est éternellement jeune et beau. La beauté, c'est l'expression de la divinité. C'est extraordinaire comme pensée. J'aime les Grecs pour ça. Hein? En ciselant son corps par l'exercice, l'athlète antique honorait les dieux. Ça, c'est l'idée. Donc, il y avait effectivement, il n'y avait pas que les Jeux olympiques. À Apollon, par exemple, vous aviez toujours ce mélange. Pour honorer Apollon, il y avait des jeux sportifs et des jeux, j'allais dire, musicaux, théâtraux. On mêlait les deux. Le sport n'était jamais coupé, j'allais dire, de la pratique théâtrale et du sport. Alors, l'athlète moderne fait de même. Alors là, il y a des mots qui aujourd'hui ont pris des connotations un peu bizarres. Il exalte sa race. Qu'est-ce que c'est la race française? Bon, ça on laisse tomber. Sa patrie, ça on veut dire, on comprend. Et son drapeau. C'est-à-dire que vous avez dans le sport
une exaltation du patriotisme. Ça, c'est Pierre de Coubertin. Édouard Daladier, radical, maire de Lyon, président du Conseil au début des années 30, il dit ceci: les sportifs contribuent à défendre à l'étranger le prestige, l'autorité de notre pays. Ils représentent, si l'on peut employer ce terme un peu moderne, une sorte de diplomatie en plein air. Comme quoi, l'athlète, c'est le reflet de son pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'amuse à compter les médailles de tel ou tel pays. Alors là aussi, parenthèse, escroquerie monumentale. Parce que dans les Jeux Olympiques, on a dit qu'on a fait plus de médailles que la fois précédente. Ce qui est vrai. Mais on n'a pas fait le pourcentage que cela représentait. Parce que vu que le nombre de médailles distribuées a augmenté, je ne suis pas convaincu du tout qu'en pourcentage, nous ayons augmenté le pourcentage de médailles entre deux Jeux Olympiques. Mais enfin, ça, c'est une parenthèse sur la façon de manipuler l'information. Mais le problème, c'est que très vite, eh bien, on va passer de l'exaltation de la patrie à celui du chef, en particulier dans les régimes totalitaires. Et le premier exemple, c'est la Coupe du monde de football qui a eu lieu en 1934 en Italie. Italie fasciste. Et qui est gagnée, alors là, ça a été le comble du bonheur, par l'équipe italienne. Alors, vous imaginez l'exaltation de la presse et de la population. Dans cet instant où est consacrée la grande victoire, fruit de tant d'années d'efforts, la foule offre au Duce sa gratitude. C'est-à-dire que ce n'est plus la patrie, c'est le Duce qu'on met en avant. C'est au nom de Mussolini que la jeunesse de l'Italie fasciste se fait plus forte dans les stades, dans les gymnases. C'est au nom de Mussolini que notre équipe nationale s'est battue à Florence, à Milan et hier à Rome pour la conquête du titre mondial. Là, vous voyez le dérive. Et on est allé encore plus loin avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et là, je vais quand même arriver à la conclusion pour introduire le film. C'est que dès qu'il arrive au pouvoir, Hitler, avril 1933, donc vous voyez, il n'a pas perdu de temps, hein, eh bien, il met en place une politique d'arianisation des organisations sportives. C'est-à-dire qu'il va exclure des clubs de sport les non-ariens. Alors, c'est quoi les non-ariens? Les juifs, les demi-juifs, ça aussi c'est intéressant, et les tziganes. Et donc, hop, ils disparaissent des clubs de sport et donc des futurs Jeux Olympiques de Berlin, ce qui va entraîner cette réaction de boycott des Jeux Olympiques de Berlin. Il faut dire que la politique d'Hitler n'a pas traumatisé les dirigeants du Comité olympique international. Alors, le comte Henri de Baillet-Latour, aristocrate belge qui avait succédé au baron de Coubertin comme président du CIO, dit ceci, écrit à Avery Brundage, qui était le président du comité olympique américain. Personnellement, je n'aime ni les juifs, ni leur influence. Je me permets d'écrire ça. Je sais qu'ils ont l'habitude de pousser les hauts cris, bien avant d'avoir raison de le faire. Et il fait allusion à quoi? Ce que vous allez voir dans le film, c'est la campagne de boycott des Jeux Olympiques qui démarre très fort aux États-Unis, et qui va être d'ailleurs brisé par la nomination à la tête du CIO américain par Avery Brundage. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ces braves gens antiracistes, ils ne sont pas qu'en Allemagne. Enfin, ces braves gens racistes, ils ne sont pas qu'en Allemagne, on les retrouve aussi en France. Et voilà ce qu'écrit le journaliste du Miroir du Monde. Il apparaît de plus en plus évident. Ça, vous vous accrochez, que l'atavisme animal des Noirs les avantage par trop dans leur lutte musculaire contre les Blancs. Voilà. Ça c'est donc, et alors je vous raconte pas, ça c'est encore la partie la plus soft de ce que j'ai pu lire sur le sportif noir, comparé à des singes ou à d'autres animaux bizarres. Donc l'idée que le noir n'a rien à faire dans les Jeux Olympiques. Il faut être clair. Il y a les juifs, mais aussi le noir. Et toute cette zma-là, bon chic, bon genre du CIO, Pierre de Coubertin est encore en vie. Il meurt en 1937. Et qu'est-ce qu'il écrit juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques? Il écrit ceci: la 11e Olympiade s'accomplit sur un plan magnifique. J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit une des plus belles. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement allemand pour la préparation de la 11e Olympiade.
j'ajouterai qu'il y a eu cet été un documentaire qu'il faudrait projeter localement, qui montre le rôle extrêmement important qu'ont eu les Jeux Olympiques de Berlin dans l'emprise sur la population allemande d'Adolf Hitler. Parce que quand il arrive au pouvoir, Adolf Hitler, en 1933, il a face à lui un parti socialiste extrêmement puissant, il a un parti communiste encore puissant, bien qu'exclu du Parlement, et donc il n'est pas dans une situation de toute puissance. Et il va monter, il va, j'allais dire, s'infiltrer dans l'esprit des gens, et les Jeux Olympiques de Berlin sont un brevet de bonne conduite de la communauté internationale, hein, et vont impressionner favorablement la population en sa faveur. Alors, j'ajouterai que face à l'attitude du CIO, eh bien, la FCGT, alors FCGT, c'est la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, créée en 1934 par la fusion d'une association communiste et d'une association socialiste. La création de la FCGT est quelque chose d'important, parce qu'elle précède, c'est le début d'un mouvement unitaire qui va déboucher sur la réunification de la CGT quelques mois plus tard, et qui va déboucher sur l'alliance politique du Front populaire quelques mois plus tard. Donc c'est vraiment, la FCGT se crée sur une base antifasciste extrêmement claire et forte. Et voilà ce qu'écrit la FCGT, qui crée un comité anti-Jeux Olympiques, pas un sou, pas un homme pour les Jeux Olympiques de Berlin, tel est le mot d'ordre autour duquel doivent se réunir tous les sportifs et tous ceux qui entendent rétablir les libertés violées et supprimées dans les pays fascistes. Donc vous voyez que, dès le début, le sport, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Le sport sous-tend des projets sociaux et politiques extrêmement importants. Nous sommes dans un sport qui est encore un sport amateur. Justement, dans le film Les Chariots de Feu, ce qui est intéressant, c'est de voir l'opposition entre l'équipe bon chic, bon genre anglaise qui sort des universités et ces pouilleux d'Américains. Quand je dis peu d'Américains, je veux dire par là, ils n'ont aucune tenue, quoi. Ils ont en casquette, en fait, c'est de l'ouvrier mal dégrossi, quoi. Oh, attendez, je ne vous ai pas dit ça sur l'ouvrier mal dégrossi, une situation que j'adore. Alors, attendez. Joué par des mineurs et des ouvriers des grandes usines, gens qui ne passent pas pour avoir l'esprit chevaleresque, le football devient brutal et dangereux. Joué par des jeunes gens bien élevés, il reste ce qu'il est, un excellent exercice d'adresse, d'agilité, de force, de sang-froid, auquel on peut se livrer sans se départir des règles de la courtoisie. Je trouve que c'est quand même assez mignon, cette vision de ce qu'on peut faire dans le sport. Donc, je dirais que le film que vous allez voir est un grand moment de solidarité internationale. Nous sommes là, dès 1934, sur un mouvement qui part des États-Unis, qui meurt aux États-Unis de la faute de Brundage, qui va casser ce mouvement, mais qui se relance en Europe sur le boycott des Jeux Olympiques de Berlin, par réaction à la politique antisémite d'Hitler. Et ces Jeux Olympiques, enfin l'Olympiade populaire, c'est l'Olympiade populaire, qui est dans la tradition des grands rassemblements sportifs ouvriers. Il y en a eu toute une série à Francfort, à Anvers. Cette Olympiade est intéressante aussi. Pourquoi? Parce que le sous-titre, c'est Semaine de sport et de folklore. Mais le mot folklore entendu comme culture populaire. Ce qu'il devrait être. Pas un truc pour touristes. C'est-à-dire l'expression d'une culture réelle du peuple, vivante et qui évolue. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu à vous passer ce film, hein, parce qu'il montre bien ce que devrait être le sport. C'est-à-dire un moment d'union de l'activité physique, mais également de l'activité culturelle. Il ne faut jamais séparer les deux. Et là, je suis d'accord avec Pierre de Coubertin, non pas sur le côté helléniste et rameur, mais sur le côté, un sportif n'est pas qu'un individu qui tape dans une baballe, très bien, c'est aussi une tête bien faite et bien pleine,
ce qui n'est pas toujours, à mon avis, le cas. Il y aurait des progrès à faire aujourd'hui, mais bon, ça c'est tout le problème de l'éducation sportive et physique. Hein. C'est pareil en rugby, enfin je veux dire, je ne joue plus le football parce qu'on les voit davantage à la télévision que les autres. Quoique, je me permets de dire qu'il y a Pierre de Coubertin aussi, une phrase, je terminerai là-dessus. Il dit il y a un problème avec le sport, c'est les spectateurs. Et je terminerai en disant que moi, ce qui me sidère quand même, c'est le fossé qui existe entre les spectateurs des matchs de rugby et les spectateurs des matchs de football. Là, il y a quelque chose, et même s'ils sont très populaires, parce que quand vous allez, je veux dire, dans les villages, ou quand vous allez même en Angleterre, au Pays de Galles, vous n'êtes pas dans l'élite, hein, vous êtes sur de l'ex-mineur qui va jouer, voir son équipe jouer. Mais là, il y a quelque chose de très fort, et je me dis qu'il y a peut-être des choses à apprendre, et que la troisième mi-temps de notre jeunesse, eh ben, c'est quelque chose qu'il faut perdurer et vivre malgré la télévision et l'argent roi dans le sport aujourd'hui. Je vous remercie.